Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons les animaux sauvages envahissant les villes et transformant les moments ordinaires en bains de sang. D'un ours traquant une rue tranquille de Sapporo à un crocodile se cachant dans une ruelle inondée de Jakarta. Mais d'abord, à Bangalore, un changement de garde de routine s'est terminé de façon fatale. C'était le 12 novembre 2014 à la périphérie de Whitefield, une zone résidentielle en plein développement à la périphérie de Bangalore, en Inde. Les rues, à cette heure-là, étaient faiblement éclairées, avec seulement quelques fenêtres d'appartements éparpillées brillant à travers la brume matinale. Des chiens errants se reposaient près des poubelles, non perturbés par le passage occasionnel d'une moto. Le quartier était habitué au calme de cette heure-là, ignorant que le silence serait bientôt rompu d'une manière que peu avaient imaginé possible dans les limites de la ville. Ravi Kumar, 41 ans, travaillait comme gardien de nuit pour un immeuble d'appartements modeste à faible hauteur. Il avait migré d'un village voisin, se vantant de sa fiabilité plus que de toute autre chose. Connu pour sa routine calme et son habitude de nourrir les chiens errants avec du riz restant, il était une figure familière pour les résidents qui rentraient de tard du travail. Il n'était pas du genre à être discuté lors des rassemblements communautaires ou mentionné dans les groupes de quartier. Sa vie suivait un schéma régulier, quitter le travail après 4 heures du matin, amener les sacs poubelles à la ruelle arrière et rentrer chez lui avant le lever du soleil. La région avait vu des mentions sporadiques de faune aperçues près des chantiers de construction s'étendant sur d'anciennes terres en friche. Les habitants échangeaient des remarques désinvoltes au sujet des léopards aperçus près des décharges, les considérant comme des curiosités lointaines plutôt que comme de véritables dangers. 2 jours plus tôt, un groupe d'enfants jouant près d'une petite ruelle de service a dit avoir vu un animal tacheté se faufiler entre 2 scooters garés. Les adultes ont ri en le qualifiant de chien errant sous un mauvais éclairage. Une zone morte dans l'allée derrière l'appartement, où la couverture CCTV avait un trou connu, était reconnue par l'association du bâtiment, mais jamais traitée en raison de contraintes budgétaires. Ravi, suivant sa routine, n'y a pas prêté attention. Comme d'habitude, il a ramassé 2 sacs poubelles noirs et s'est dirigé vers l'entrée arrière. La ruelle derrière le bâtiment était étroite, bordée d'un mur d'enceinte fissuré d'un côté et d'une ligne de matériaux de construction jetés de l'autre. Le sol était humide à cause d'une fuite de tuyaux, reflétant des fragments déformés de la faible lumière de sécurité. Ravi a posé les sacs poubelles près de l'enclos. Vers 4h20 du matin, une ombre a bougé à l'extrémité éloignée de la séquence. Presque un mouvement, presque imperceptible à moins de regarder attentivement. Les chiens à proximité ont levé la tête mais n'ont pas aboyé. Depuis derrière l'enclose à ordures, un léopard a émergé de sa cachette avec des mouvements bas et contrôlés. Sa longueur corporelle, proche de 7 pieds, du museau à la queue, lui a permis de réduire la distance rapidement sans sprint complet. Les léopards en bordure urbaine sont connus pour naviguer silencieusement dans les environnements humains, utilisant les murs et les déchets empilés comme couverture. Attirés par les chiens errants et les déchets alimentaires, ils s'adaptent facilement à ces environnements, observant souvent les mouvements isolés. Ravi, avec son dos partiellement tourné, n'a pas eu le temps de réagir avant que l'animal ne bondisse en un seul arc. L'animal a frappé avec suffisamment de force pour le renverser. Un résident de l'étage supérieur, fumant à l'extérieur sur un petit balcon, a entendu un court cri étouffé. Il a baissé les yeux et a vu une forme se débattre, mais a d'abord supposé que des chiens se battaient pour un reste de nourriture. Dans la ruelle, les mâchoires du léopard se sont refermées sur l'épaule et le cou de Ravi le traînant sur le sol humide. Ravi a essayé de se caler contre le mur, mais ses pieds ont glissé sur la surface moussue. Le mouvement les a emmenés juste au-delà de la portée du cadre de la caméra. Depuis le balcon, le fumeur s'est penché en avant, reconnaissant finalement que le motif de mouvement est incorrect pour des chiens. Le métal a résonné quand il a frappé la rambarde avec sa main, criant en direction de l'allée au Canada, tentant d'alerter les autres. Les lumières de plusieurs unités se sont allumées. Un résident a levé son téléphone pour enregistrer depuis derrière une grille de fenêtre, mais n'est pas descendu. Dans les images visionnées plus tard, les jambes de Ravi étaient brièvement visibles, frappant le sol avant de disparaître complètement. La panique s'est répandue dans les étages supérieurs du bâtiment. Quelqu'un a essayé d'effrayer le léopard en frappant un seau en acier à distance sécurisée près de l'entrée de la cage d'escalier, mais personne ne s'est approché. Pendant environ 30 secondes de plus, des sons étouffés de lutte pouvaient être entendus depuis le point aveugle des grattements, puis le silence. Le léopard, dérangé par des cris lointains mais pas directement confronté, traîna le corps plus loin derrière la pile de débris de construction et disparut dans un terrain vague adjacent.
Au lever du soleil, la police et les agents forestiers sont arrivés. Ils ont trouvé des traces de sang menant à une ouverture dans le mur, mais n'ont trouvé aucun animal. Le corps de Ravi a été retrouvé après le lever du jour, partiellement caché derrière des tuiles abandonnées. Un des sacs poubelles est resté déchiré à proximité. Un chien errant, qu'il nourrissait fréquemment, a été vu en train de marcher près du site, gardant ses distances de l'odeur. Dans les jours qui ont suivi, la peur a rapidement changé de centre d'attention. Les employés municipaux, sous la pression des résidents, ont commencé à enlever et à euthanasier les chiens errants dans les ruelles environnantes, affirmant qu'ils attiraient des prédateurs. La famille de Ravi a reçu un soutien financier limité, classé comme un décès lié à l'activité professionnelle sans compensation prolongée. Les médias locaux ont brièvement mentionné l'événement avant de passer à la couverture d'un festival à venir. Une guirlande fanée est apparue sur le mur de l'allée où il est tombé, retiré plus tard lors du nettoyage. Aucun marqueur permanent n'a été laissé pour montrer qu'un léopard avait franchi une limite de la ville et tué un homme lors de sa tâche finale de la nuit. Une ville a perdu son sentiment de sécurité lorsqu'un prédateur s'est faufilé dans un angle mort de l'allée. Dans une autre, un animal différent avait déjà commencé à tracer les contours d'une grille de banlieue, s'enfonçant plus profondément, avant que quiconque ne réalise que la ville n'était plus la leur seulement. C'était le 3 juillet 2016, dans un quartier résidentiel en périphérie de Sapporo, où des ruelles étroites se faufilaient entre de petites maisons et une rangée d'arbres marquait la limite du quartier. Les projecteurs au-dessus des distributeurs automatiques projetaient de petites taches de lumière sur le trottoir mouillé. C'était l'heure juste avant l'aube, lorsque les livreurs terminaient leur dernière boucle et que les rues tenaient une tranquillité atténuée. Kenji Morita, âgé de 34 ans, travaillait de nuit pour un petit service de repas. Il préférait les itinéraires tranquilles et gardait son équipement en ordre. Boîte isolée attachée au porte-bagages arrière, lampe de poche fixée à son guidon, trousse de premiers soins qu'il ne pensait jamais utiliser. Il coupait par les ruelles pour garder son timing serré, vérifiant les sangles par habitude à chaque arrêt. Ces derniers jours, les habitants avaient partagé des clips basse résolution d'un ours traversant près de la voie de ferrée, son contour passant à travers les haies à côté d'une route d'accès. Un avis conseillait la prudence près des bordures boisées, mais les itinéraires de livraison continuaient comme d'habitude. Des poubelles avaient été renversées près des caniveaux et des marques de griffes étaient visibles sur un poteau mou près d'un sentier. Les gens en parlaient brièvement, puis continuèrent leur chemin. Kenji s'arrêta près d'un distributeur automatique, ajustant une sangle lâche. La voie devant lui était calme et vide. Les ours bruns à Hokkaido peuvent peser de 500 à 700 livres et couvrir de courtes distances à plus de 30 miles par heure. Dans les endroits où la forêt rejoint les habitations, ils dérivent de le long des fossés de drainage, des marges ferroviaires et des servitudes de services publics, passant par des ouvertures dans les clôtures et utilisant des véhicules stationnés comme couverture intermittente. Les ours habitués à l'odeur humaine peuvent ne pas fuir instantanément et à courte distance, un sursaut soudain peut déclencher une brève et violente explosion. Plus tôt, un petit groupe d'adolescents avait filmé un ours traversant une route secondaire et téléchargé la vidéo sur les téléphones locaux. Elle circulait encore lorsque Kenji s'est assis à un pied du distributeur automatique pour serrer sa sangle. Il était accroupi, le dos partiellement tourné vers la file de véhicules. Une grande forme se déplaça entre deux voitures garées à l'extrémité sombre de la ruelle, visible juste comme un bloc mouvant dans le reflet d'un pare-brise. Un résident âgé un peu plus loin sur le trottoir, avec un petit chien, vit le mouvement et commença à reculer, la laisse serrée, en prenant soin de ne pas courir. Kenji se retourna lorsqu'il entendit des griffes racler l'asphalte. Sa roue avant glissa sur une trace d'huile près de la machine alors qu'il saisissait le guidon pour se relever et il tomba sur le côté. L'ours a parcouru les derniers mètres dans une courte poussée et a frappé, renversant le vélo sur lui avec un craquement métallique qui résonna dans la ruelle. Une caméra de sécurité de magasin avec détection de mouvement s'est activée et a capturé une vue granuleuse fixe de la lumière de la machine distributrice, les jambes de Kenji donnant un coup et le corps lourd se déplaçant sur lui. L'animal a saisi son mollet et l'a tiré de son vélo. Kenji a essayé de se glisser sous le minivan le plus proche, appuyant son épaule contre le trottoir. L'ours a tendu une patte sous le châssis et l'a tiré en arrière dans l'espace dégagé. Un voisin qui était sorti pour déposer un sac poubelle au bord du trottoir a vu le mouvement et est rentré à l'intérieur, laissant le sac sur le trottoir.
Une alarme de voiture a retenti lorsque quelqu'un à l'intérieur d'une maison voisine a activé une télécommande, mais le bruit n'a fait que soulever momentanément l'ours qui s'est installé à nouveau, exerçant son poids sur le torse de Kenji. Les dommages initiaux étaient de contondants, une force d'écrasement sur les côtes et l'abdomen, le corps repositionné pour exposer des zones moins protégées. Kenji leva ses avant-bras pour se protéger. L'ours mordit l'avant-bras à travers le tissu, relâcha sa prise, puis mordit plus haut vers l'épaule, puis se déplaça à nouveau pour reprendre son élan. La caméra de sécurité a enregistré les changements d'ombre et le mouvement saccadé de la roue arrière qui tournait alors que la chaîne se dévidait et ralentissait. D'une autre porte, un résident essayant de fermer une grille en métal a mal évalué le timing, s'est retourné trop tard et a glissé. L'ours s'est retourné au mouvement, a traversé l'allée en quelques pas et l'a frappé alors qu'il tombait contre le cadre. L'homme a subi de profondes lacérations à la cuisse et au flanc avant que l'animal ne revienne vers la première cible. Les sirènes sont entrées dans la grille, d'abord faibles puis plus proches, résonnant entre les murs étroits de la ruelle. L'ours s'est écarté de Kenji à nouveau alors que les moteurs approchaient, puis il s'est déplacé vers le bas du bloc où l'ancienne dame reculait. Elle avait emprunté un chemin étroit entre les haies pour mettre de la distance entre elle et la voie. L'ours a suivi ce corridor et a réduit l'écart avant que les secours n'atteignent le coin. Les dégâts ont été rapides et fatals. Plus tard, des photographies ont documenté de faibles traces de sang le long du chemin et des traces sur un poteau de clôture bas. Les véhicules de police se sont arrêtés juste avant l'intersection étroite. Les agents ont évité de tirer dans l'espace confiné en raison du risque que les balles pénètrent dans les maisons. L'ours s'est retiré à travers un trou dans une haie vers une bande de drainage parallèle à un chemin d'entretien. Pendant plusieurs minutes, le quartier est resté sur place. Les portes se sont fermées, les stores ont été déplacés, les alarmes se sont arrêtées et ont redémarré. Les ambulanciers ont atteint Kenji et l'ont stabilisé pour le transport avec des blessures graves au bras, à l'épaule et à la poitrine. Le résident attrapé par la porte a été traité pour perte de sang et emmené par une deuxième ambulance. La femme âgée a été déclarée morte sur place. Les agents de la faune ont travaillé sur les signalements le long du corridor de drainage et ont maîtrisé l'animal plus tard dans la journée près d'un ponceau d'accès par une route de service au-delà de la dernière rangée de maisons. L'ours a été euthanasié sur place après que les tentatives de l'amener en terrain découvert ont échoué. L'événement n'a pas dépassé les bulletins locaux. Les voies ont rouvert le soir avec un patchwork de poudre absorbante sur le trottoir et un seul cône de signalisation à l'entrée du chemin latéral. Le vélo de Kenji, réattaché à une rambarde avec une chaîne tordue et un porte-bagages arrière plié, est resté plusieurs jours. La boîte isolée a été retirée et une sangle laissée pendante, marquant le coin sans mémorial officiel. L'ours a été retiré et le trottoir a été nettoyé, rétablissant l'illusion de contrôle. Mais loin du Japon, une autre ville avait déjà baissé sa garde, traitant un animal fouilleur comme un élément inoffensif entre les poubelles et les voitures garées, jusqu'à ce qu'il se rapproche. C'était le 21 septembre 2017, à la périphérie de Montemario à Rome, où les blocs résidentiels rencontraient des parcelles de végétation non gérées et des bandes de drainage envahies. Les lampadaires projetaient de faibles lueurs jaunes sur les rangées de voitures garées et les poubelles bordèrent les trottoirs en amas épars. Les derniers bus de la nuit étaient déjà passés, laissant le quartier dans cette période de calme où les pas résonnent plus fort et les aboiements de chiens lointains se propagent plus loin que prévu. Les sangliers avaient été de plus en plus visibles ce mois-là, se faufilant entre les bacs et les clôtures de jardin pour fouiller dans les poubelles. Les habitants les filmaient depuis les balcons, racontant sur un ton amusé, plus fasciné qu'alarmé. Plus tôt dans la soirée, une femme marchant avec 2 enfants s'était arrêtée près d'une benne où les sacs avaient débordé. Une forme sombre a bougé derrière une voiture à haillons garés. Un des enfants s'est dirigé vers elle pensant qu'il s'agissait d'un chat errant. La femme a réagi vivement, tirant l'enfant en arrière par le poignet. Un grognement sourd est venu de derrière la voiture, suivi d'un bref grattement de sabots sur l'asphalte. Les résidents des balcons voisins se penchaient en avant pour regarder. La femme a pressé les enfants de traverser la rue sans se retourner. Quelques personnes ont filmé, mais personne ne l'a signalé. Les sangliers étaient devenus partie du paysage, photographiés comme une caractéristique étrange du quartier. Plus tard, un homme est sorti d'un portail latéral portant un sac poubelle attaché. Il l'a balancé vers la poubelle et le bruit de l'impact s'est propagé dans l'air calme.
Un grand sanglier, partiellement caché par l'ombre de la poubelle, s'est avancé et a frappé le côté métallique avec force. L'homme a reculé en trébuchant, heurtant le capot d'une voiture garée. Le sac est tombé, s'ouvrant et répandant des contenants sur le trottoir. D'en haut, un résident s'est penché par-dessus la balustrade d'un balcon et a lancé un avertissement, mais le bruit n'a pas détourné l'attention de l'animal. Le sanglier a grogné, a tourné en rond une fois, puis est retourné aux ordures, déchirant le sac avec des mouvements brefs et violents. L'homme s'est rapidement retiré sans tenter de récupérer quoi que ce soit. Une lumière de caméra de téléphone a clignoté depuis un balcon, capturant la tête de l'animal se levant brièvement dans l'ombre de la poubelle. Vers 23h, Fabio Léon, 57 ans, un agent d'entretien, rentrait chez lui après une longue journée de travail. Il portait un petit sac en plastique et boitait légèrement à cause d'une vieille blessure cicatrisée. Il restait près des murs plutôt qu'au centre de la route, une habitude acquise après des années de marche nocturne. Alors qu'il approchait de la portion avec les bacs, il entendit un raclement métallique. Pensant que c'était un chat, il modifia légèrement sa trajectoire en passant entre une voiture compacte et une barrière métallique basse. Le passage se rétrécissait, resserré par les véhicules garés d'un côté et le cadre de la barrière de l'autre. Deux jeunes sangliers sont apparus d'abord, sortant de derrière la poubelle. L'un d'eux a filé devant Fabio dans un éclair de mouvement. Surpris, Fabio a déplacé son poids et a levé les mains devant lui, paumes ouvertes. Le grand sanglier adulte a suivi, gagnant en vitesse avec une courte charge latérale. Il a frappé Fabio à la hanche, le projetant de côté contre la barrière métallique. Le bruit de l'impact a résonné bruyamment dans l'espace confiné, suivi immédiatement d'un bruit bref déclenché par l'impact. Fabio est tombé par terre, sa jambe s'est tordue sous lui. Le sanglier a tourné et a frappé à nouveau, poussant son poids contre le bas de son corps. Ses défenses ont déchiré le tissu et pénétré la chair le long de sa cuisse. Fabio a essayé de se protéger avec ses bras, mais l'animal a pivoté, poussant vers le bas contre son ventre. Le bruit du site d'impact a résonné le long des façades et plusieurs portes de balcon se sont ouvertes. Des objets ont été lancés, des pierres, une chaussure, quelque chose de métallique. Mais ils ont rebondi sur le trottoir ou les voitures sans entrer en contact. Le sanglier a continué, s'agrippant à la jambe de Fabio et secouant une fois avant de relâcher pour frapper à nouveau. Un klaxon de voiture a soudainement retenti, continu et fort. Le sanglier sursauta, recula et se réorienta vers la source du bruit. Les jeunes sangliers, effrayés, se sont déplacés vers la poubelle. Après une courte pause, l'adulte se détourna de Fabio et se dirigea vers la poubelle, renversant le sac déchiré d'avant et dispersant son contenu plus loin dans la rue. Un petit chien aboie derrière une clôture et le sanglier se tourne vers le son avant de perdre intérêt et de revenir vers la bande sombre de végétation au-delà du dernier rang de poubelles. Fabio reste conscient mais saigne abondamment, essayant de se traîner vers le montant de la porte. Les voisins ne descendent que lorsque le sanglier disparaît de vue. Des clips vidéo de plusieurs angles ont montré plus tard des personnes se tenant à l'écart jusqu'à ce que la rue soit dégagée. Les services d'urgence sont arrivés et ont stabilisé Fabio. Il a survécu, mais a ensuite perdu sa jambe sous le genou en raison de dommages tissulaires et d'une infection. Une paralysie partielle a affecté ses muscles faciaux après des complications lors de la récupération. Au cours des semaines suivantes, la ville a installé des clôtures métalliques résistantes autour des marges vertes près des bacs. Des plaintes ont suivi concernant le coût et les perturbations. Pendant quelques jours, la chaussure endommagée de Fabio et ses lunettes tordues sont restées près de la porte où il est tombé, placées délibérément par quelqu'un comme un marqueur silencieux. Elles ont été retirées par les équipes de nettoyage sans avertissement, ne laissant que la nouvelle clôture et quelques marques de frottement sur la porte métallique comme preuve de l'événement. À Rome, un homme a survécu à sa rencontre et la clôture a été érigée quelques jours plus tard. Mais dans un autre endroit où les lumières ont échoué et les ordures bordèrent le bord de la route, les animaux ne se contentèrent pas de traverser la périphérie. Ils ont commencé à tester le mouvement des gens à pied. C'était le 4 mars 2013. Sur le bord sud d'Addis Abeba, près de la décharge d'Akaki Kaleti, où les monticules d'ordures et les chemins de terre formaient un couloir sombre une fois que le courant avait échoué. L'air sentait les déchets brûlés, et sans bruit de circulation, chaque mouvement se répercutait dans le silence ouvert. La plupart des habitants sont restés sur la route plus large, mais un sentier étroit réduisait la distance jusqu'à chez eux. Mesfin Bekele, 29 ans, travaillait tard dans une usine voisine et prenait habituellement un minibus. La grève des transports l'a laissé sans moyen de transport. Alors il a choisi de marcher le dernier tronçon pour économiser le prix du billet.
Il était connu parmi ses collègues pour terminer les tâches de nettoyage sans qu'on le lui demande et préférait les chemins tranquilles où il pouvait avancer à un rythme régulier. Son plan était simple, prendre le chemin du Ponceau, traverser la crête des ordures et atteindre les chambres louées avant minuit. Il ne portait qu'un téléphone avec un dos fissuré et une veste légère nouée à la taille. Il marchait délibérément, évitant les flaques et restant assez près de la route principale pour entendre les moteurs lointains. Dans des conditions normales, le raccourci était sans incident. Cette nuit-là, sans lampadaire et avec la décharge encore active à cause des charognards, le chemin semblait exposé, ouvert à tout ce qui bougeait dans l'obscurité au-delà de la ligne de déchets. Les hyènes, tachetées dans cette région, pèsent environ 90 à 120 livres et mesurent environ 30 pouces à l'épaule. Elles se déplacent en petits groupes près des sources de nourriture, se déplaçant le long des fossés, des lignes de clôture et du côté, soulevant des tas d'ordures. Autour des habitations humaines, ils fouillent ouvertement et testent le périmètre lorsque les gens sont isolés, surtout là où les déchets organiques s'accumulent. Le bruit des moteurs et la lumière vive ont tendance à les dissuader plus que les cris dispersés. Des avertissements étaient devenus plus tôt. Un gardien du dépôt avait lancé des pierres pour éloigner 2 hyènes d'un sac poubelle déchiré. Mais elles se sont simplement reculées et ont continué à tourner autour de la zone. 3 ouvriers d'usine sont passés en groupe. Le faisceau de leur lampe de poche a brièvement capté la lueur des yeux depuis le fossé avant que les animaux ne baissent la tête et restent en arrière. Une fois la coupure de courant et le dernier minibus dégagé, la zone est tombée silencieuse. Mesfin entra seul sur le chemin du Ponceau. Un bruissement provenait du fossé de drainage qu'il supposa être un chien errant. Quelque chose se déplaçait parallèlement à lui, dans la dépression peu profonde, puis s'arrêta derrière une pile de palettes. Il regarda vers la route principale et ne vit aucun phare dans les 2 directions. Une autre forme se déplaçait brièvement le long de la crête devant. Le son des griffes, se déplaçant sur le sol humide, résonnait dans l'air libre, rompant le calme qui s'était installé sur le chemin. La première hyène est sortie du fossé et a marché à une distance d'environ 15 mètres. La tête basse, les jambes stables. Une seconde s'est dirigée vers l'extérieur pour marquer le bord du chemin. Mesfin a ralenti, levé un bras et essayé de garder la ligne de vue. De plus loin, 2 navetteurs ont vu un mouvement et ont dirigé un faisceau de lampes de poche étroit dans sa direction. La lumière s'aplatissait dans l'air humide et les ordures, attrapant des reflets d'yeux mais ne dissolvant pas l'obscurité. La 3e hyène est venue par-dessus la crête de déchets compactés et s'est arrêtée, formant un arc approximatif à l'avant et à gauche. La 4e se déplaçait derrière lui, parallèle au fossé. Mesfin recula vers le rebord du ponceau et glissa sur du gravier lâche, un pied dérapant de quelques centimètres. La hyène la plus proche avança de 3 pas et s'arrêta. Le groupe garda sa forme pendant plusieurs secondes. Ensuite, l'animal de devant a parcouru les derniers mètres en une poussée basse, frappant à hauteur de cuisse. Mesfin a tourné instinctivement pour protéger son milieu. L'impact l'a fait tourner vers la pente et l'a mise à genoux. Un léger son lui échappa lors de l'impact. La 2e hyène arriva de côté et tira sur le tissu, déchirant sa veste. Le couple arrière s'est avancé et a coupé la retraite vers le chemin. La lutte s'est déroulée par à-coups. Mesfin a essayé de se lever, s'appuyant sur ses mains, mais le premier animal s'est agrippé à la jambe inférieure et l'a tiré sur le côté. Il s'est agrippé au sol et n'a trouvé que du film plastique glissant. La 2e morsure est venue plus haut à l'extérieur de la cuisse. La pression a été soudaine et précise, suivie d'une secousse qui a déchiré le tissu et l'a forcé à redescendre. Depuis la route, le faisceau de la lampe de poche vacillait, signalant un mouvement mais ne donnant pas un tir clair. Le moteur d'une moto a toussé une fois puis s'est arrêté. Mesfin a tenté de protéger son abdomen en repliant son torse et en croisant un bras, mais l'angle a laissé son épaule exposée. Une hyène s'est accrochée au mollet, tandis qu'une autre tirait sur la hanche. Le bruit de plastique et de gravier broyé sous le poids du corps se mêlait aux souffles haletants et aux grondements bas et réguliers. L'attaque ne s'est pas transformée en un seul événement dramatique. C'était une série de prises, de tirages et de repositionnements. Chaque brève retraite suivie d'une autre approche. Lorsqu'une moto a finalement atteint le virage et que son klaxon a retenti sans cesse, les animaux ont coupé le contact et sont retournés le long de la crête, disparaissant derrière un hangar en tôle. 2 personnes se sont approchées seulement après que les formes aient disparu de vue. Elles sont restées en arrière et ont appelé vers la route principale. Mesfin était allongé en partie sur la pente,
Une chaussure manquante, les vêtements déchirés. Des traces de frottement, une touffe de cheveux et du sang éparpillé avaient déjà commencé à s'imprégner dans les déchets. Son téléphone était posé face contre terre à quelques mètres de là, avec l'écran encore actif. L'intervention d'urgence a été retardée par la panne et la perturbation du trafic, et il a été déclaré mort sur les lieux. Au matin, sa famille a récupéré ses chaussons et son téléphone. L'appareil contenait un court enregistrement accidentel, des pas, un bref grattement, puis de la statique. Des travailleurs des hangars voisins ont couvert les taches de sang avec de la terre et traîné une palette sur la zone pour dissuader les chiens errants. Des pièges en fil de fer sont apparus le long du fossé ce soir-là, installés sans avis officiel. 2 jours plus tard, une hyène, avec une patte avant blessée, a été vue se déplaçant le long de la crête. Le sentier est resté utilisé cette même nuit. Les gens marchaient en plus près les uns des autres lorsque les lumières s'éteignaient, mais le parcours est resté inchangé. Un petit tas de pierres se trouvait près de la porte du dépôt et la décharge a continué de fonctionner sans interruption. Sur sol sec, la menace venait des décharges et des broussailles, faciles à voir et à éviter. Mais lorsque l'eau des inondations a monté dans un autre quartier dense, la frontière entre la ville et la nature sauvage a disparu sous la surface et quelque chose est entré par l'eau sans résistance. C'était le 9 janvier 2018, dans un quartier du sud de Jakarta, où l'eau de la mousson avait transformé les ruelles en canaux lents. L'eau brune pressait les seuils des magasins, les scooters étaient à moitié submergés et les débris en plastique dérivaient comme de petits radeaux. La pluie s'était calmée, mais le courant tirait encore. Les lignes de vue se terminaient au prochain virage. Les gens attendaient sur les rebords surélevés des magasins et des stands de réparation, observant depuis tout lieu sec. Quelque chose d'autre utilisait la grille inondée pour se déplacer sans être vu. Arif Santoso, 32 ans, travaillait dans un petit magasin d'électronique près de la ligne de train de banlieue. Une fermeture de route avait coupé les bus et rester la nuit signifiait des salaires perdus. Il a choisi un raccourci familier, une ruelle qu'il avait utilisée lors des inondations précédentes où l'eau atteignait rarement la hauteur des hanches. Il portait des courses dans un sac en plastique fin au-dessus de sa tête, veillant à garder le pain au sec. Il avait une lampe frontale bon marché et un téléphone dans une pochette étanche sous sa chemise. La décision de marcher était raisonnable par habitude et nécessité. La ruelle se rétrécissait entre des murs de béton et des motos empilées. L'eau recouvrait les trottoirs fissurés et cachait les drains ouverts. Des branches tombaient, une pellicule d'huile et des emballages flottants heurtèrent les poteaux et tourbillonnaient dans les coins. Une fourgonnette en panne formait une basse-île et un atelier de réparation avait des tabourets empilés sur son rebord. Le son se propageait étrangement. Le flux atténuait les mouvements et étouffait les cris. Les crocodiles estuariens remontaient vers l'intérieur des terres avec les crues, longeant les canaux et les fossés de drainage. Les adultes de la région dépassent de souvent 3 mètres et utilisent de la masse et le courant comme levier. Dans l'eau trouble, ils se tiennent près de la structure puis lancent une attaque courte et puissante qui pince et tord. Ils préfèrent s'accrocher aux membres ou au bas du torse et comptent sur l'eau pour tirer et désorienter la proie. Des avertissements ont été accumulés dans l'après-midi. Un livreur a signalé quelque chose qui lui a effleuré le mollet près d'un ponceau. Un commerçant a attaché une planche à travers un passage latéral après qu'une vague s'est effondrée contre un scooter garé. Un avis de district conseillait d'éviter de marcher dans l'eau au crépuscule, mais beaucoup traversaient encore car le travail et les coups ne leur laissaient pas le choix. Les gens se regroupaient sur des rebords et attendaient plutôt que de changer leurs itinéraires. Au premier coin, un homme poussant une moto en panne se faufilait le long du mur intérieur, d'ailleurs. La roue avant a attrapé une lèvre cachée et il a déplacé son poids pour la libérer. L'eau autour de sa cheville a gonflé. Un claquement dur a frappé le muscle au-dessus de la cheville. Il est tombé, traînant le vélo. La forme sombre s'est déplacée le long du cadre, s'est serrée, puis s'est relâchée alors que le vélo roulait. Les voisins l'ont hissé sur un rebord. Le sang se diluait dans le ruissellement. Arif est arrivé par un passage latéral qui rejoignait le même système de ruelle plus bas, hors de vue du groupe rassemblé autour de l'homme blessé. Au moment où il est entré dans la partie plus étroite, seule l'eau agitée et des traces de débris restèrent du premier contact. Une analyse ultérieure de l'impact, les marques sur les scooters, les positions des débris flottants et le dernier enregistrement téléphonique ont permis aux enquêteurs de reconstituer les mouvements probables d'Arif dans les minutes précédant l'accident. Il se tenait contre le mur opposé, testant du bout des pieds et marchant là où le béton montait. Il a atteint une portion restreinte où des motos étaient enchaînées nez à queue, laissant un passage de 5 pieds. L'eau montait jusqu'à mi-cuisse et poussait plus fort. Il a reposé un avant-bras sur un guidon,
et à déplacer le sac de course pour libérer une main pour l'équilibre. Le phare ne montrait que du limon et une ligne douce où le courant se divisait. L'attaque est venue sans prévenir. Un impact a touché la cuisse droite d'Arif, le pliant à la taille. Une torsion latérale l'a déséquilibré et projeté contre un volet métallique. Le sac en plastique a glissé de sa main et s'est envolé. La pression a augmenté lorsqu'une autre prise s'est fixée plus haut, sur la hanche, tandis que la première tenait le mollet. Le mouvement était délibéré. Des prises, traction et rotation qui utilisaient l'eau et le levier plutôt qu'une seule déchirure. Il s'est appuyé avec une main. Le courant l'a fait tourner et la pression a augmenté. Au-dessus, un téléphone dans une pochette transparente enregistrait uniquement le mouvement ondulant et le clapotis de l'eau contre le métal ondulé. Une sandale a tourné et s'est coincée contre le rétroviseur d'une berline. Un emballage alimentaire blanc a heurté la camionnette et a continué à flotter. Pendant un long instant, rien n'est apparu à la surface. L'air a bouillonné à la ligne de flottaison puis s'est arrêté. Lorsqu'un petit bateau a finalement pointé son nez dans l'allée, l'animal s'est retiré le long du canal et a disparu vers le plus grand chenal. Les voisins n'ont atteint le site qu'après que la forme soit partie. Ils ont appelé vers la route principale et ont gardé leur distance. Arif n'a pas refait surface. Les bénévoles ont trouvé un corps coincé contre une grille de ponceau alors que le niveau baissait le lendemain matin. La pochette de téléphone était sous sa chemise, avec un dernier clip de mouvement marron et de frottement de tissu. La sangle de la lampe frontale était cassée. Ses courses avaient dérivé vers l'embouchure du canal et une seule sandale restait coincée près d'un miroir. Les ouvriers ont placé une barrière en bois à travers l'allée le même jour. Les gens l'ont contournée et ont continué à emprunter le passage, se déplaçant en groupes plus serrés lorsque le niveau montait. Aucune barricade formelle n'a été installée et aucun avis public n'a modifié les habitudes des piétons. La tache sombre sur l'étal fermé marquait la nuit où la grille anti-inondation avait été utilisée par quelque chose qui se déplaçait dans l'eau et ne partait pas. La tache restait comme un avertissement silencieux, remarqué puis progressivement ignoré par certains voisins. Merci de regarder. Si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur plus.